Alors, nous allons maintenant également revenir sur ces notions de résumé de variables aléatoires, de distribution de variables aléatoires plus précisément. Nous avons défini l'espérance, la variance et l'écart type lorsque nous avions une seule variable aléatoire. Nous pouvons faire de même lorsque nous avons deux variables aléatoires. Nous pouvons résumer la distribution de x, marginale, la distribution de y, marginale, et nous pouvons ainsi définir des espérances de x, des espérances de y, des variances de x, des variances de y, des écarts types de x, des écarts types de y. Mais nous avons également défini ici une densité ou une distribution de probabilité conditionnelle de x si y ou de y si x. D'où l'intérêt de se demander, dans cette petite partie, est-ce que l'on peut définir des résumés de ces distributions de probabilité, densité de probabilité conditionnelles? La réponse est oui, et les voici. L'espérance conditionnelle de y pour une valeur fixée de x, et lorsque j'ai y qui est une variable aléatoire continue, ici on est dans le cas, on se place dans le cadre xy variable aléatoire continue, x pourrait être discret dans cette définition-là, mais restons par souci d'homogénéité avec ce qui précède, dans des couples de variables aléatoires continues x, y. Donc j'ai l'espérance ici de y pour une valeur fixée de x qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de y fy si x, f de y si x dy. Donc là, ici, nous avons la densité conditionnelle de y si x. C'est la moyenne conditionnelle pour une valeur de x. Quelle est la moyenne de y? C'est ça, pour une valeur donnée de x, quelle est la valeur moyenne de y? Voilà, on va se donner, on sait quelle est la valeur de x et on veut savoir pour cette valeur de x quelle est la moyenne des valeurs de y. En économie, pour une valeur donnée du revenu d'un individu, pour une valeur du revenu donné, quelle sera la moyenne quelle sera en moyenne la consommation, combien consommeront ces individus, combien consommeront en moyenne les individus d'une population si on sait que ces individus ont un revenu qui est égal à x, à petit x. Voilà ce que traduit ça. Et donc nous pouvons, si vous voulez, traduire toute une fonction. Pour différentes valeurs du revenu, on peut calculer en moyenne ce que consomment des individus. Les individus d'une population qui partagent ce revenu égal à x, qui ont ce revenu, qui ont tous ce revenu égal à petit x. Et donc ça peut être une fonction, hein. Moi ça ne gêne absolument pas de dire je vais écrire ici, voilà, un axe, hein, ici j'ai une valeur de x, et ceci c'est l'espérance ici, attendez parce que on va écrire ceci comme ça. Si je veux écrire l'espérance ici de y si x, normalement ça devrait s'afficher. Donc j'ai voilà deux axes, x et espérance de y si x. Ici je devrais même mettre espérance de y si x égale petit x comme c'est indiqué ici, mais en abrégé on l'écrit comme ça en général. Ben voilà, par exemple, vous avez ici, il y a une courbe comme ça, c'est tout à fait possible d'avoir ça. Hein. Voilà. Ça, c'est une courbe qui traduit pour chaque valeur. Alors, la courbe devrait apparaître. Il y a un vrai problème de transmission parce que la courbe est déjà inscrite sur, voilà, elle arrive seulement sur l'enregistrement avec un délai. Donc voilà, je viens de dessiner la courbe, et cette courbe donc, ça signifie, bien, voilà, pour chaque valeur de x ici, pour une certaine valeur de x ici, vous avez, ça c'est la valeur moyenne des y, pour
pour x qui vaut cette valeur. Pour x qui vaut cette valeur, ici vous avez une autre valeur de la moyenne des y. Pour x qui vaut une autre valeur, ici vous avez encore, allez, pour une autre valeur ici de x, vous avez une autre valeur moyenne des y. Voilà. Ceci, on appelle ça souvent aussi la fonction de régression. Elle est très utile puisque pour chaque valeur de x, chaque valeur par exemple du revenu, elle va vous donner en moyenne quelle est la consommation des individus. Si j'ai un tel revenu, quelle est en moyenne la consommation que je vais avoir si je me fie à tous les individus, si je fais comme l'ensemble des individus qui composent la population. Voilà, ça c'est l'espérance conditionnelle, c'est une fonction de x, et de la même manière, nous avons la variance conditionnelle, vous voyez ici, hein, c'est aussi une intégrale hein, par rapport à une densité conditionnelle, où à l'intérieur nous avons le carré de la différence entre y, les valeurs possibles de ma variable aléatoire, et la moyenne conditionnelle de y c'est x, la moyenne conditionnelle de y c'est x. Là voilà, pour un petit x donné, ici j'ai y ici moins mu y c'est x, c'est la moyenne ici conditionnelle de y si x est égal à petit x. Ceci c'est donc l'espérance du carré de la différence entre y et l'espérance conditionnelle. Espérance bien sûr conditionnelle également. Tout est conditionnel dans cette variance conditionnelle. On peut également l'écrire selon l'autre forme, hein, où je mets l'intégrale du carré de y avec la densité conditionnelle ici, moins une espérance au carré, mais cette espérance au carré ici, c'est l'espérance de y conditionnelle à x. Ça s'écrit donc comme l'espérance d'y carré si x moins l'espérance de y si x au carré. Toutes les propriétés que nous avons vues pour les espérances, lorsque nous avons des densités univariées, on se souvient, c'est de l'espérance de y, où y est une fonction g de x, où je peux écrire ça comme une intégrale de g de x fois la densité de x. Toutes ces propriétés-là, cette idée-là d'écrire une espérance d'une fonction de x comme une intégrale ou une somme des valeurs de cette fonction de x multipliée par la distribution de probabilité ou par la densité de la variable aléatoire x, eh bien, de la variable aléatoire x et non pas g de x, hein, on se souvient de ces propriétés, de cette belle propriété que nous avions vue dans le chapitre précédent, espérance de g de x égale intégrale de g de x fx dx, hein, donc fois la densité de probabilité de x dx, et non pas fois la densité de g de x ou quoi que ce soit d'autre. Hein. Et bien donc cette possibilité-là que nous avons vue dans le chapitre 4, et bien tout ça se transpose sans le moindre problème si nous nous plaçons dans un cas conditionnel. Hein. Oui, l'espérance de y, allez, de y égale g de x, hein. Et puis si vous considérez que nous avons l'espérance d'une fonction de y, une fonction de y par exemple ici, y carré, hein, eh bien, lorsqu'on intègre ici par rapport à y carré, cette intégrale par rapport à y carré est multipliée par une densité de y, et non pas de y carré, si vous voulez, hein, eh bien ça, c'est l'espérance, c'est une espérance conditionnelle d'y carré. C'est une espérance d'y carré. Cette écriture-là, cette intégrale-là, est bien une espérance de y carré, comme on l'a vu au chapitre 4, quand il s'agissait de dire que l'intégrale de x carré fx dx, c'était égal à l'espérance de x carré. Hein. Voilà, dans le cas où g était une fonction, g de x était égal à x carré. Voilà, donc, je veux dire, rien n'est étonnant, rien n'est surprenant dans ces définitions des espérances et des variances conditionnelles, et de même pour l'écart type conditionnel qui va se trouver ici. Eh bien, voilà. Eh bien, nous allons avoir, pour cet écart type, sigma de y si x, eh bien, nous allons avoir, bien sûr, la racine de la variance de y si x.
la variance de y si x, comme ça s'appelle la variance, la fonction de variance conditionnelle. C'est aussi, je pourrais la représenter également comme ça a été fait ici, hein, comme ça a été fait ici, pour l'espérance de y conditionnelle à x. Je pourrais également faire un graphique de la variance de y conditionnelle à x. Et on voit, étant donné la circonstance x, étant donné la valeur de petit x, on peut voir comment la dispersion de y peut éventuellement être différente. Il se peut que la dispersion de y ne change pas avec x. Il se peut que la dispersion de y par rapport à x, quelle que soit la valeur de x, soit plus ou moins la même. Mais il se peut aussi que selon certaines circonstances, certaines valeurs de x, eh bien nous ayons une fonction de variance, ou même ce qu'on appellera aussi une fonction de volatilité, une volatilité qui va augmenter ou diminuer, donc selon ces différentes valeurs de x. C'est quelque chose, la volatilité, que l'on va retrouver de manière assez classique en finance, puisqu'il va y avoir là des volatilités, on va étudier des volatilités dans certaines circonstances, selon certaines valeurs de certains actifs, de certaines actions. Il est tout à fait possible que la variance d'une autre action soit tout à fait différente. Il se peut qu'il y ait, selon différentes valeurs d'une première action, des variances d'une seconde action conditionnelle à la première qui sont complètement différentes. On dira qu'il y a des volatilités, il y a des fonctions de variance qui sont différentes. Et donc, vous savez, en finance, c'est important, la variance, puisque la variance, elle traduit également le risque que l'on prend quand on investit dans telle ou telle action. Donc, la fonction de variance conditionnelle est particulièrement lorsque la condition en condition, on va mettre le temps, c'est-à-dire la variance, par exemple, d'une action conditionnelle au temps, ou conditionnelle voilà, au cours du temps, comment est-ce que la variabilité des valeurs de mon action va varier au cours du temps, et bien là, voilà, on appelle ça à ce moment-là de la volatilité, et ça, c'est une grandeur qui est extrêmement importante lorsque nous étudions des séries financières. Voilà. Ça, c'est pour l'histoire de l'intérêt que l'on peut porter à la variance conditionnelle et à l'écart-type conditionnel. Simplement, ces formules-là sont transposables dans le cas discret, hein, en remarque suivante. Rien ne nous empêche évidemment d'écrire tout ceci sous la forme discrète. Hein. Nous avons l'espérance de y si x égale petit xj ou petit xi dans le cas discret. Et de quoi s'agit-il cela? Il s'agit de la somme sur tous les yj, la somme sur j des yj, des p, yj, si, xi. Vous voyez, ça c'est la fonction de moyenne conditionnelle, la fonction qu'on appelle également, donc, comme dans le cas continu, cette fonction de régression, hein, cette fonction de moyenne conditionnelle de y à x. Puis nous avons également la variance de y si x égale xi, qui sera égale à la somme sur j des yj moins, alors je vais appeler ça mu ici de y si xi, comme on l'avait fait, comme on a utilisé la notation précédente. Ça, c'est la moyenne donc de y si xi, hein, c'est la moyenne conditionnelle de y à xi, c'est cette quantité-là. Hein.
j'ai la somme sur J des YJ moins mu YCXI au carré multiplié par la probabilité de YJ CXI, et pour laquelle je ne vais pas démontrer non plus, mais ça a quelque chose d'évident. C'est la somme des YJP, YJ CXI, la somme des YJ carré, P de YJ CXI, là, moins l'espérance, mu, ici je vais l'appeler mu de Y, ouais, si X égale XI, allez non, je vais garder la même notation, hein. Je vais mettre ici mu YCXI, l'espérance conditionnelle de YCXI au carré. Voilà donc ceci, et bien sûr, je ne vais pas l'écrire encore une fois, mais nous avons l'écart type conditionnel de YCXI qui est égal à la variance de YCXI, fonction de variance conditionnelle. On termine avec une notion bien connue en probabilité, la notion d'indépendance, qu'on soit dans le cas discret ou dans le cas continu, quand j'ai deux variables aléatoires, comme quand j'avais deux événements en probabilité, en théorie de base des probabilités, j'ai deux variables aléatoires ici. Quand est-ce qu'elles sont indépendantes? Lorsque la valeur de l'une n'a aucun impact sur la distribution de probabilité de l'autre. Autrement dit, lorsque, par exemple, dans le cas discret, la valeur YJ n'a aucun impact sur les probabilités des différents XI, autrement dit, PXI si YJ est égal à PXI point. Et de manière équivalente, on montrera que quand la distribution quand les valeurs de Y, une valeur donnée de Y n'a aucun impact sur la distribution des X, eh bien, de manière équivalente, les valeurs des X n'ont aucun impact sur les probabilités des différents Y, et donc on a la probabilité de Y si XI, la probabilité des YJ si XI, c'est égal à la marginale P point YJ ici. Donc PXI si YJ est égal à PXI point, PYJ si XI est égal à P point YJ, et on a les équivalences dans le cas continu. Les distributions conditionnelles doivent être égales au marginal. On se place ici, donc dans des cas où nous avons les probabilités des YJ, ici dans les conditions où des XI doivent être différentes de 0, ce sont des valeurs possibles, XI et YJ, de même ici, F de Y, FY de Y et Fx de X sont des valeurs possibles de X et de Y, elles ont une densité qui est strictement plus grande que 0. Alors cela, on voit dans les vidéos introductives, encore une fois, de probabilité, donc qui datent de cours précédents, eh bien oui, quand on a ces équivalences-là, lorsque l'on a cette écriture, ou bien cette écriture, eh bien, il est évident que la distribution jointe, et c'est même équivalent, la distribution jointe de XY, qui est égale, nous le savons, la distribution jointe de XY, on peut l'écrire en fonction des conditionnels et des marginales. Ici, si je reprends la définition d'une densité conditionnelle, eh bien, je peux obtenir f de xy ici qui est égal à f de xy fois f de y, mais comme f de xy c'est égal à f de x, j'ai f de xy qui est égal à fx fois fy. De même, je peux écrire fxy comme étant fy si x fois fx, mais fy si x c'est égal à fy, donc ici fy si x vaut fy dans le produit, donc j'ai f de xy égale fy fois fx. Autrement dit, de manière équivalente aussi,
On peut montrer, je ne vais pas le faire ici puisque ce sont des choses qui sont vues en probabilité et qu'il n'y a pas de raison de répéter encore une fois ce qui est vu dans les théories de base des probabilités avec des événements. Mais lorsque on a cette densité jointe qui est égale au produit des marginales, eh bien, on a les conditionnels égales au marginal. Et quand on a les conditionnels égales au marginal, on a la jointe qui est égale au produit des marginales. Et ceci, nous l'avons dans le cas discret comme dans le cas continu. Ici, donc, la probabilité Pxi,yj, quand on parle de variables aléatoires indépendantes, eh bien, Pxi,yj, c'est égal à Pxi point fois P point yj. Voilà. Donc, généralement, il existe de nombreuses situations où, calculatoirement, on a cette tendance à vouloir simplifier les choses en décidant ou en faisant l'hypothèse qu'il existe une indépendance entre les variables aléatoires considérées. Voilà. Je ne vais de toute façon plus rien écrire sur la tablette, donc je peux rester ici avec le syllabus. Donc cette indépendance-là, elle est tout à fait intéressante. On fait des hypothèses d'indépendance. Attention à ne pas faire donc trop rapidement des hypothèses d'indépendance lorsqu'il y a réellement, lorsqu'il existe une dépendance. Lorsqu'il existe une dépendance entre les variables aléatoires. Mais ça, donc, on aura l'occasion de revenir là-dessus dans différents exercices. Voilà donc pour cette partie concernant à la fois les espérances et variances conditionnelles, très utiles en pratique donc, et cette indépendance que l'on peut définir entre deux variables aléatoires.